Je m'excuse pour mon français qui n'est pas beau et dans tous les cas, je pense que c'est mieux si je parle. Si j'essaie de parler français plutôt que parler anglais ou italien. Alors, le titre, c'est lié à la liaison entre la mer et l'architecture. Mais je dois dire, plus en général, c'est une séquence des images qui sont autour de mon travail. Et il y a une obsession, qui c'est quelque chose de stable dans ma biographie, qui s'est liée à la liaison entre la mer et l'architecture, et plutôt liée à la condition de la Méditerranée. J'ai travaillé beaucoup dans les villes portuaires. J'ai commencé à Genova en 1980, et puis j'ai travaillé à Thessaloniki, j'ai travaillé à Marseille. Et je dois dire aussi que j'ai voyagé beaucoup. Et j'ai connu plus ou moins les plus grandes villes portuaires de la Méditerranée. Et j'ai fait ça avec un grand ami qui a manqué il y a quelques mois, qui c'est Gabriele Basilico, qui c'est un photographe italien, très bien connu. Ça, c'est une image de son travail dans les villes portuaires. Et avec Gabriele, on a toujours dit que les ports de la Méditerranée sont des lieux extraordinaires. Normalement, on est habitué de penser qu'un port, c'est un lieu périphérique. C'est-à-dire qu'on arrive dans le port, on arrive à la fin de la ville. C'était le bord de la mer, edge of the city. Mais quand on habite un port, quand on a l'opportunité de travailler dans un port. C'est-à-dire qu'on entre en liaison avec le travailleur, avec les gens qui normalement travaillent et passent leur vie quotidienne dans une port. On comprend tout de suite que le port, c'est jamais quelque chose de périphérique. Le port, c'est un lieu central. Et c'est un lieu central parce que le port, c'est le lieu qui accueille le flux qui vient de la mer et de la terre. Et c'est un lieu central parce que le port, c'est un lieu qui est capable de changer en liaison avec des événements qui peuvent être qui se constituent à millions de kilomètres de distance. Et c'est un lieu central parce que c'est un lieu qui est capable de changer en temps réel, d'être capable de changer son architecture, d'être capable de changer son espace ouvert. Je pense qu'observer un port, avoir la capacité de monitorer l'évolution d'un port, c'est quelque chose de très important pour un architecte. Parce qu'on peut parler beaucoup. C'est quelque chose qui enseigne. C'est une sorte d'école d'architecture, travailler dans un port. Et pour moi, ça a été vraiment une école. Et j'aimerais vous montrer quelques travaux et quelques expériences de recherche et de projection que j'ai fait dans les ports. Parce que cette école, c'est une école qui c'est toujours liée à la liaison entre le bâtiment et la mer, c'est-à-dire que c'est une liaison pas facile à gérer d'une façon directe. Normalement, quand on a une liaison avec le port, et je pense que tu as bien dit, avec Lucerne, Jean Nouvel, c'est pas facile d'avoir une liaison directe. Normalement, le bâtiment, il doit prendre une certaine distance en relation avec le bord de la ville. Mais moi, j'essayais peut-être toujours de forcer un peu cette condition de prudence, cette condition de distance, d'équilibre distancié. Et j'ai essayé toujours d'avoir une liaison la plus directe possible avec la nature réelle de la mer. J'ai commencé quand j'étais très jeune avec Cino Zucchi. On a fait un travail à Mytilene, en Grèce, où on a dessiné, moi j'ai dessiné une darse, un grand bassin portuaire, et qui était en même temps une infrastructure, une architecture et un lieu habité, où il était possible de marcher et avoir une direction, une vision, une perception tout à fait particulière de la mer et de la liaison entre un vieux château qui était dans le bord sud de l'île de Mytilene. Puis, il y a quelques années, j'ai fait un travail à Naples, sur le Molo Beverello, où j'ai commencé à imaginer des structures. Ça, c'est un espace public temporaire qui est resté là pour 5 années,
C'était un lieu qui est plus ou moins in between, c'est-à-dire entre la ville historique de Naples et les ports commerciaux de Naples, les ports touristiques de Naples, pardon. Ça, c'est le Molo Beverello. Et cette expérience a été une grande école pour moi, parce que j'ai compris comme c'est nécessaire quand tu travailles dans une liaison entre les ports méditerranéens et les villes méditerranéennes, toujours comprendre que c'est très important d'imaginer, de créer une sorte de troisième espace entre le port et la ville, une sorte d'interface entre le port et la ville. Et ça, c'est pour différentes raisons, mais une raison, la principale, c'est que vous savez très bien que les ports et les villes dans l'Europe, ils ont eu une évolution commune. Ils sont, d'une certaine façon, ils sont restés capables de s'agrandir ensemble, de partager les infrastructures, jusqu'à un certain moment. À un certain moment, c'était plus ou moins dans les années 70 du dernier siècle, où la grande innovation technologique des containers a changé totalement la fonctionnalité du port de la Méditerranée, pas simplement de la Méditerranée. Les containers, c'est une technologie qui n'avait plus besoin de bâtiments pour accueillir les marchandises, mais c'était plutôt une technologie qu'avec les containers, avait un grand besoin d'espace ouvert, de grands espaces ouverts, où on pouvait gérer, maintenir, attendre que les containers soient préparés pour le voyage avec le train ou le track. Et alors ça a changé beaucoup parce que les villes qui sont, le centre historique des villes qui était jusqu'à ce moment lié totalement à le port, aussi à la part commerciale du port, a commencé à refuser une liaison directe avec le port commercial, avec ce grand espace de conteneurs. Et la création d'espaces de conteneurs qui, en vérité, sont devenus vraiment périphériques, c'est-à-dire qu'on a commencé dans la Méditerranée surtout, mais aussi dans l'Atlantique, et comme vous savez bien, aussi dans le sud-est de l'Asie, à créer des grandes, immenses surfaces pour les conteneurs. Et là, c'est devenu un certain autre modèle spécial du port. Ça a changé complètement la liaison entre le port et les villes historiques. Et c'est exactement dans cette période qu'à Barcelone, par exemple, ou à Marseille, ou à Genova, on a commencé à penser, la politique de la municipalité de la ville portuaire a commencé à imaginer une possibilité de colonisation du bord de la mer, de colonisation du port historique. Et là, à Naples, on était dans ce moment. Et alors, quand on a ce type de colonisation, c'est-à-dire qu'il y a une grande période de totale intégration entre les deux entités, port et ville, puis il y a eu un moment, on peut dire, où les deux entités se donnaient les épaules. Et puis il y a un troisième moment qui a commencé, je pense, avec Barcelone et Genova en 1978, où les deux entités ont commencé à imaginer d'avoir une sorte de troisième espace entre les deux, une sorte d'espace de médiation et de dialogue. Et ça, c'était vraiment ce qu'on a pensé pour Naples. Et ça, c'est une autre expérience, c'est Genova. Et là, je vais vous montrer deux projets qui sont plutôt des projets expérimentaux et très radicaux. Ça, c'est un projet que j'ai fait imaginer avec OMA. Et l'idée, là, c'est de définir un lieu central dans le port de Gênes, faisant un truc, une boucle. Fall in the water, in the sea. C'était un espace public et c'était au-dessous du niveau de la mer. Et c'était en même temps un espace public et une île dans la mer. Et c'est un projet de compétition qu'on n'a pas gagné. Mais ce type de conceptualisation, de liaison entre la ville portuaire et le port a été très important pour moi et m'a aidé beaucoup à continuer à réfléchir sur cette liaison. Et ça, c'est une autre conceptualisation de liaison entre le public et la mer. Ça, c'est quelque chose que je fais
à la fin de 98, et c'était plutôt, en ce cas-là, l'idée de faire une grande île pour un stadium de football, à Gênes toujours, qui est lié à la grande Darse de Gênes. En même temps, là, il y avait encore cette idée d'une possibilité d'écrire quelque chose de tout à fait différent. Mais la liaison avec la mer, la liaison avec la Méditerranée, c'est aussi quelque chose de géopolitique, parce qu'on ne peut pas jamais oublier que la liaison entre la Méditerranée et l'Europe, c'est quelque chose qui a déterminé on peut dire, la géopolitique contemporaine. Et quand on parle d'un plan d'urbanisme, quand on parle d'une transformation urbaine dans une ville portuaire comme Marseille, par exemple, on a toujours une liaison directe avec la politique et la géopolitique. Alors moi, j'aimerais aussi, ce soir, vous montrer des autres projets liés à la Méditerranée, à l'architecture de la Méditerranée, qui ont aussi un côté politique. Et c'est une façon pour entrer dans une question qui est très importante, qui c'est la question de la liaison entre l'architecture et la politique, entre le métier de l'architecte, la profession de l'architecture, et le métier des politiciens. Et je dis ça parce que j'ai eu la possibilité dans les dernières années d'expérimenter aussi, pour une période de 3 années, en façon tout à fait directe, le métier de politicien. Et j'ai peut-être compris quelque chose sur ce type de difficultés et de liaisons. Alors, en 2008, j'étais appelé par l'État italien, par le ministre des Travaux publics, pour imaginer de faire un lieu, de créer dans une année, il n'y avait pas beaucoup de temps, le lieu pour le G8. Le G8, vous savez bien, c'était le grand meeting des pays les plus riches et les plus importants du monde. C'est quelque chose qui est devenu dans les dernières années, on peut dire, très faible. Et aussi un peu paradoxal. C'est-à-dire que les pays les plus riches sont devenus aujourd'hui les pays les plus en difficulté, certaines fois, plus en crise. Mais en tous les cas, en 2008, en Italie, on avait pensé, vous savez qu'il y a une sorte de cycle, de séquence de les 8 pays qui vont accueillir les meetings, les summits en séquence. Alors, en 2009, c'était le cas de l'Italie. En 2008, avec le normal retard que l'Italie a toujours quand on est en train de faire des choses dans un panorama international, on a décidé de localiser le G8 dans un lieu tout à fait particulier qui c'est une vieux port industriel, mais au mieux, c'était un vieux port militaire dans le nord de la Sardaigne, dans le nord de Sardaigne. C'est, pour être plus correct, dans l'archipelago de la Maddalena, qui c'est entre la Sardaigne et la Corse. C'est vraiment un système des îles qui sont exactement entre les 2 grandes îles. Et là, on a fait, je pense, d'un certain point de vue, un miracle, c'est-à-dire que pendant une année, on a vraiment changé la géologie et l'orographie et l'urbanité de cette lieu, et on a transformé un settlement militaire, c'est-à-dire c'est un lieu militaire, dans un lieu destiné à héberger le tourisme. C'est-à-dire, c'est vraiment un port maritime. Et ce qu'on a fait, et on a commencé à faire ça en liaison avec le gouverneur de Sardaigne, à ce moment qui s'appelait Renato Soro, c'est d'essayer de faire cette transformation en avant une claire idée de la hérédité, de la legacy, de ce qui, cet lieu, pourrait devenir après les summits, après la grande explosion médiatique des summits. Ça, c'est quelque chose de très important, je pense, parce que nous aide à comprendre la difficulté et la problématicité de l'architecture et de la politique quand on est en train de gérer un grand événement, comme c'est le summit de G8, mais c'est un grand événement, c'est aussi l'Expo.
le grand événement, c'est aussi les Jeux olympiques. Un grand événement, c'est aussi le championnat mondial de football. Alors, vous savez très bien qu'il y a en ce moment une sorte de compétition planétaire entre les villes, pas entre les États, mais c'est vraiment entre les grandes villes, les grandes métropoles, mais aussi entre les villes, pour essayer de, on peut dire, acheter cet grand événement, parce que cet grand événement, ils ont une utilité dans le marché international de villes. Et cette utilité, c'est plus ou moins explicable avec 3 raisons. La première, c'est qu'un grand événement, c'est une sorte de plateforme médiatique planétaire. Quand Barcelone, ou quand Londres, ou quand Milan avec l'Expo sont capables d'organiser un grand événement, ça devient immédiatement une sorte de grand attracteur médiatique. En liaison de ça, un grand événement qui, quand est bien géré, c'est quelque chose aussi qui est capable d'être un attracteur de ressources financières. Pas simplement dans le lieu, pas simplement dans le pays, mais normalement avec des ressources internationales qui sont capables d'être condensées dans une condition spatio-temporelle définie par la schedule, par la séquence d'événements qui doit porter à le grand événement. Et puis la troisième raison, c'est une raison politique, c'est-à-dire que, surtout dans la politique européenne, c'est une politique où le conflit est toujours présent, c'est une politique qui, au niveau des villes, c'est quelque chose de toujours de conflictuel entre différents partis, entre différents côtés institutionnels. Alors le grand événement, c'est une sorte de, comme on dit en italien, de oissa, c'est une sorte d'occasion pour se mettre tout dans la même direction et faire un effort commun. Et c'est quelque chose que normalement la politique n'est pas capable de faire. Et le gouvernement peut aider à faire ça. Alors, quand on a imaginé de faire ça en Italie, et le gouvernement a choisi ce lieu, on était dans cet, comment on peut dire, projet, avec cet esprit. C'est bien, on peut faire ça, l'Italie doit montrer sa capacité d'être réaliste, pragmatique. Quand on a besoin de faire quelque chose, aussi s'il y a peu de temps, on arrive à le faire. Et on a commencé à travailler. On a travaillé beaucoup. On a travaillé beaucoup parce que la question, c'était vraiment fou. Et ça, c'est la liaison entre le lieu et l'archipelago. Vous voyez bien que c'est un lieu extraordinaire, aussi d'une beauté totale. C'est un lieu extraordinaire aussi du point de vue de la géopolitique. C'est un lieu où je pense qu'il y a le plus grand nombre de présences militaires historique, où il y a eu Napoléon a joué des moments les plus importants entre la Maddalena, Santo Stefano et la Corse, comme vous savez bien, mais Nelson aussi, mais aussi dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. Toujours ce lieu, c'est un lieu, comment on peut dire, crucial dans la stratégie géopolitique dans la Méditerranée. Et on voit dans la terre, on voit dans les côtes, on voit dans la présence minérale de cet archipelago, la persistance de cette hérédité militaire qui est partout. Alors là, on a essayé de tenir compte de ça et on a essayé d'imaginer de faire quelque chose qui doit en même temps accueillir pour 3 jours un des plus grands événements de la politique planétaire, mais aussi il devait après un jour, commencer à travailler dans une façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'il devait commencer à fonctionner comme une part de la ville utile pour la société locale. Une part de la ville capable d'offrir une condition nouvelle de vie pour la communauté de l'archipelago de la nord de la Sardaigne, tout près de la Corse. Alors on a beaucoup travaillé sur la façon la plus intéressante d'imaginer la structuration de tout cet grand espace. Mais moi, je veux simplement focaliser votre attention sur un bâtiment qui c'était le bâtiment destiné à accueillir les summites, c'est-à-dire les 8 présidents des pays considérés les plus importants du monde. Et alors là, on a imaginé une structure très simple, qui c'est comme une box, et qui avait une liaison directe avec la mer et avec le panorama
C'est-à-dire en même temps, dans mon conception, dans mon idée, doit être quelque chose de tout à fait transparent, qui peut donner l'idée au président du pays le plus important de la liaison avec la nature, de la nécessité d'une pensée nouvelle sur la liaison entre artificiel et nature, mais en même temps, c'était quelque chose qui doit être capable de commencer à fonctionner comme un lieu de tourisme politique et culturel aussi dans les périodes suivant le summit. Et alors cet espace qui a été appelé la Maison de la Mer, c'est un espace qui a été fait dans une période très c'est fait par deux niveaux très clairs. C'est le niveau rez-de-chaussée où on a l'engrais, et puis le niveau plus haut où il y avait une grande salle destinée au summit, comme vous pouvez voir là. Et la question sur laquelle j'ai réfléchi de plus, c'est une spécificité de l'architecture militaire. L'architecture militaire, c'est quelque chose qui normalement est capable de se mimétiser très bien, mais qui donne la possibilité d'un regard sur le contexte formidable. Alors, en ce cas-là, on n'avait pas la possibilité de se mimétiser dans une décision de se cacher, mais il y avait la possibilité d'essayer d'avoir quelque chose qui était au même niveau, avec le même hauteur, avec plus ou moins le même caractère morphologique de l'architecture militaire, mais capable de donner une visibilité et un panorama extraordinaire. Ça, c'est la grande salle de Summit. Et ça sont des images du projet. Et c'est une histoire tout à fait particulière de ce projet, parce que le projet a été fait et on est arrivé jusqu'au mois d'avril de 2009, c'est-à-dire 2 mois avant le summit, avec un investissement incroyable pour faire ça. Mais en certain moment, il y a eu quelque chose de tout à fait incroyable, c'est-à-dire que vous savez que dans le mois d'avril de 2009, en Italie, plus précisément in Abruzzi, à L'Aquila, qui c'est une ville historiquement très importante dans le centre de l'Italie, il y a eu une earthquake très fort. C'était vraiment une tragédie avec des scènes de morts et de blessés. Et immédiatement, M. Berlusconi, qui était venu à la Maddalena et qui avait participé dans la deuxième partie de 2009 à la construction de sites pour le G8, parce qu'on avait commencé à faire ça avec Renato Soro, que c'est le gouverneur de Sardaigne, et Romano Prodi. Romano Prodi, c'est une homme politique italienne et européenne que je pense que vous connaissez bien. On a commencé à partager avec eux l'idée de ce lieu, que c'était un lieu plutôt lié à une vision minimaliste, comment on peut dire, à une certaine simplicité formelle. Berlusconi est arrivé et quand la tragédie de l'Aquila est devenue explicite, il a immédiatement décidé de changer le lieu de summit. Il a décidé de faire le summit à l'Aquila. Alors là, c'était, comme vous pouvez penser, quelque chose de très fort, du point de vue médiatique très puissant, c'est-à-dire que ce n'était pas possible de dire non, parce que l'idée c'est on va à l'Aquila, on va prendre l'attention du monde et le président des pays plus riches et plus développés qui viennent à voir la tragédie et qui nous peut aider, à trouver les ressources financières et politiques pour reconstruire l'Aquila. Ça, c'était quelque chose de totalement radical. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aujourd'hui que cette décision, c'était une vraie folie. C'était une folie pour 2 raisons. La première raison, que ça n'a pas aidé l'Aquila à être construit, à avoir de support économique et financier. Et je dois dire aussi qu'il n'a pas aidé l'Aquila à imaginer un modèle d'évolution urbaine capable de se relationner avec la tragédie urbaine du terremoto de 2009.
Mais en même temps, la folie, c'était aussi lié à la Maddalena. Parce que la Maddalena, on a constitué, on a bâti quelque chose qui était très important, on a investi des centaines de millions pour faire quelque chose qui, dans une semaine, il est complètement disparu. Et ce choc-là, cette tragédie-là, a été très fort et en même temps, il a commencé à montrer une condition d'illégalité diffuse qui est devenue dans quelques semaines de plus en plus publique et qui a montré qu'il y avait une condition d'illégalité entre l'entreprise qui ont fait le travail à la Maddalena et à l'Aquila, une partie comment on peut dire, du staff du ministère des Travaux publics et du staff de la protection civile italienne, une partie de la politique nationale, et ça est devenu un des plus grands scandales dans l'Italie contemporaine. Et moi, j'ai vu les résultats, les effets de ce scandale. Je n'étais pas été payé, par exemple, pour tout ça. C'était un désastre du point de vue économique. Mais comme moi, beaucoup des autres consultants qui ont travaillé à ces projets ont été complètement, comment on peut dire, subi les effets de cette folie. Et c'est important de dire ça parce que c'était la première fois que j'ai vu une architecture qui j'avais imaginé arriver dans les premières pages des quotidiennes des semaines internationales, mais c'était dans un cadre tout à fait particulier, la buffata. La buffata, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens en Italie qui, entre le 2008 et le 2009, a mangé sur les épaules de gens, de l'agent public. Et il a fait des choses totalement fous. Et on a eu la possibilité de doubler cette illégalité, de la transporter, de la exporter de la Sardaigne à la Centre-Italie, à l'Aquila. Mais cette image me donne la possibilité de raisonner avec vous sur une autre question que j'ai toujours pensé, m'a toujours bouleversé un peu, que c'est la liaison entre, comment on peut dire, la chronique quotidienne et l'architecture. C'est quelque chose de pas très clair, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, et c'est quelque chose aussi qui semble un peu lié avec des miracles, mais on a normalement la possibilité d'observer comme des événements de la chronique quotidienne, de la chronique politique, de la chronique culturelle, de la chronique judiciaire, de la chronique sportive, sont liés à des architectures très connues. Pourquoi? Alors là, on peut essayer d'imaginer. Et sur ça, j'ai fait, quand j'étais directeur de Domus, j'avais pris comment on peut dire, l'habitude de commencer tous les mois à ouvrir le magasin avec une image comme ça. Vous voyez, là, c'est le toit de la Casa Malaparte. La Malaparte à Capri, c'est une des masterpieces, des chefs-d'œuvre de l'architecture moderne. Et là, il y a une tragédie qui est avec un bateau qui a pris le feu à quelques dizaines de mètres de la grande montagne de Capri où il y avait la Casa Malaparte. Mais là encore, on est à Milan, ce cas-là, c'est le grattacielo Pirelli qui est désigné par Gio Ponti dans 1960. Et en ce cas-là, c'est un petit avion qui, il y a quelques semaines après September 11, were crashing dans une de la façade de ce bâtiment. Et encore, j'ai commencé à collectionner ce type de liaison entre les tragédies et l'architecture les plus connues. Et alors là, il y a des possibilités d'expliquer ça. On peut dire, oui, c'est sûr. Normalement, on essaye de se trouver tout près d'une architecture parce que quand on doit, par exemple, faire des actes qui ont besoin d'une grande médiaticité, d'être publicité dans une façon directe et forte. Alors on décide d'aller dans un lieu qui est déjà sous le feu de l'attention publique. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui c'est peut-être la capacité de l'architecture d'être un attracteur de la chronique quotidienne. Ou il y a quelque chose de plus mystérieux qu'on sait dans les cas, comme dans ces cas-là, où les phénomènes de la chronique sont des phénomènes tout à fait spontanés, qui ne sont pas gérés, gouvernés par la présence
par la présence humaine. Alors, je me suis trouvé à travailler à Marseille en 2003. Et alors, je venais de l'expérience de Genova, je venais de l'expérience de Thessaloniki, je venais de l'expérience de Naples, de Trieste, de Mytilène. Et j'avais aussi travaillé pour des compétitions en Égypte et en Tunisie. Et Marseille, c'est une ville que je connaissais bien. Mais je dois dire qu'en cette période, de 2003, j'étais plutôt en train de faire un autre type de recherche sur la Méditerranée. Et là, on peut entrer dans une autre sphère de réflexion liée à la liaison entre l'architecture et la politique, ou l'architecture et la géopolitique. Je pense que c'est une des clés pour comprendre une possible liaison fertile entre architecture et politique, c'est d'imaginer comme certaines fois l'architecture peut être capable de travailler sur les symptômes évidents, sur les symptômes qui sont sur la surface de l'espace contemporain, parce que l'architecte, c'est normalement quelqu'un qui travaille sur les surfaces, qui travaille sur la morphologie des surfaces, qui peut changer, et peut changer les matériaux et comment on peut dire, la surface du monde, mais pas simplement pour conditionner ce changement, mais plutôt parce que le caractère de la surface visible, c'est quelque chose qui nous peut aider à comprendre le processus invisible de l'économie, par exemple, le processus invisible de la culture. Alors, quand un architecte commence à utiliser une sorte de paradigme indiciaire, c'est-à-dire un paradigme qui nous aide à comprendre les symptômes, à observer le caractère de l'espace comme des symptômes de quelque chose de plus profond et d'invisible, ça peut aider beaucoup à imaginer un rôle social de l'architecture, une utilité sociale de l'architecture. L'architecture, c'est quelque chose qui peut aider la politique à comprendre mieux les conditions de la société contemporaine. L'architecture, quand elle est capable de décrire et d'observer une liaison entre la surface des choses et les processus qui le déterminent, peut devenir un instrument tout à fait important pour la politique. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, pour moi, dans le cas de Marseille, je suis très honnête, j'étais en ce moment tout à fait conditionné par une recherche que j'étais en train de faire en cette année. Et c'est une recherche sur la Méditerranée où on avait travaillé à partir d'une tragédie sur une séquence d'événements tragiques liés à l'immigration clandestine. On était en 2002, 2001 et 2002. Et en 2002, on a été invité à Cassel à documenter avec un groupe de chercheurs qui s'appelle Multiplicity. Et avec Multiplicity, on avait commencé à travailler sur la nature de la Méditerranée. C'est quelque chose que Braudel nous a expliqué comme un lieu de liaison, de mixité, où on peut observer la capacité des différentes cultures, des différentes traditions, des différents langages de s'intégrer, de constituer quelque chose de tout à fait nouveau. Bien, en cette année, en travaillant sur des tragédies comme celle qu'il y a eu dans la nuit de Noël de 1996, à plus ou moins 20 km de la côte sud-orientale de la Sicile, où un petit bateau qui est en train de transporter sur la côte de la Sicile plus de 380 réfugiés qui venaient de Sri Lanka, a collé. A collé parce qu'il a caché contre un grand bateau, beaucoup plus grand, qu'il a transporté jusqu'à là, c'est le réfugié, le profil politique de Sri Lanka. Et cette tragédie, dans la nuit de Noël, dans une condition maritime folle, c'est-à-dire que le mer était très fort, c'est devenu quelque chose de symptomatique de la géopolitique européenne. Mais pourquoi ça? Parce que cette tragédie a été complètement cachée. Alors, pour 6 années, jusqu'en 2002, aucun des représentants politiques des différents pays qui plus ou moins
à le périmètre de ce lieu, c'est-à-dire Italie, Malta, la Tunisie, la Grèce aussi, ils ont refusé de reconnaître la tragédie. Et simplement parce qu'en 2002, en le commencement de 2001, un journaliste italien, Giovanni Maria Paolo, et une cinéaste française, ils ont décidé de prendre une télécaméra sous-marin, d'aller dans le lieu où les pêcheurs, pour mois et mois et mois et mois, ils ont commencé à trouver dans le net, le reti, on dit le réseau, dans les filets, le reste des cadavres de les gens qui sont restés à plus de 100 mètres de profondité avant mis de la côte de la Sicile. Alors, ces deux journalistes sont allés dans cet lieu avec un pêcheur et on a pris cette télécaméra sous-marine, on a commencé à travailler et à montrer la situation qu'il était. On a découvert très bien que ça, c'est la route faite par les deux bateaux, mais surtout avec le bateau qui avait le profil de Sri Lanka. Et ça sont des images, malheureusement, je n'ai pas les vidéos, ce n'est pas possible de montrer les vidéos ici, mais l'image, vous pouvez le voir un peu, sont des images terribles et en même temps esthétiquement puissantes, qui donnent l'idée de la découverte de vestiaires de ces gens qui sont encore là. Et seulement après cette image, l'Italie et la Malta ont dû reconnaître que la tragédie c'était vraiment là et ont dû commencer à reconnaître et à dire à les familiers de toutes les victimes qu'il y a eu une tragédie. Alors ça nous a fait penser beaucoup parce que quand on est en liaison avec une question comme celle, c'est quelque chose qui n'est pas simplement la question de l'immigration clandestine, c'est quelque chose qui a à voir avec une rémotion totale d'un phénomène géopolitique comme celle de l'immigration. Et nous a fait penser beaucoup ce changement de la nature de la Méditerranée, qui est devenu un lieu qui est, comme on peut dire, traversé par des routes, qui sont des routes très rigides. Et ces routes très rigides sont des routes qui sont normalement destinées, ça sont des images d'installation qu'on a fait à Cassel, où il y avait dans une grande screen une projection de l'image satellitaire de la nuit de Noël de 1996, et dans l'autre côté, l'image de la télécaméra sous-marine qui est en train de filmer en 2002, c'est-à-dire après 6 années, la condition de la fond de la mer, avec tout ce reste. Et je dois dire que cette installation à Cassel a été très importante aussi parce qu'on a été réussi à intervester le principal témoin de cette histoire, de cette tragédie. Le commandant de le bateau, les parents de la victime, le pêcheur, l'autorité de Malta, l'autorité de la Sicile, l'autorité italienne, l'autorité grecque, et on a vraiment été capable de reconstruire un peu cette histoire. Et j'étais en train de dire que cette idée d'une mer qui est devenue de plus en plus une sorte de mer traversée par des routes, c'est devenu quelque chose de tout à fait important dans une idée d'une mer traversée par des routes qui ont une particularité. Chaque route est destinée à une type d'identité tout à fait fixée, rigide. Non? Tu peux traverser le Méditerranée, mais quand tu arrives sur le bord de la mer, tu dois accueillir une identité qui est très rigide. Tu es un pêcheur, bien. Tu es un militaire, ok. Tu es un touriste, ok. Tu es un clandestin. Mais toute cette identité, qui sont très pauvres et très rigides, sont quelque chose qui c'est comme une dress that you cannot avoid. C'est quelque chose que tu prends sur ta peau et tu ne peux pas laisser pendant le traversement de la mer. Alors, cette image d'une mer rigide, d'un bassin d'eau liquide, mais qui est devenu rigide, c'est quelque chose qui a commencé à devenir de plus important dans notre pensée et qui nous a fait imaginer de faire des recherches sur cette représentation de la Méditerranée
qui malheureusement a abandonné totalement sa nature d'un lieu de rencontre, de mixité, et plutôt est devenu dans les années quelque chose de rigide, quelque chose de tout à fait différent de la géopolitique. Alors j'étais dans ce type de réflexion quand on a commencé à imaginer le projet pour le G4. Le G4, c'était une grande partie de port de Marseille, tout lié à la port historique, à le vieux port, ou Euroméditerranée, qui c'est une grande, comment on peut dire, entité institutionnelle de l'État français, a commencé à travailler sur l'idée d'une grande transformation urbaine. Et là, dans la séquence des projets qui ont été développés par Euroméditerranée, il y avait aussi un projet destiné à créer un lieu de réflexion, exposition sur la Méditerranée contemporaine. Alors, j'ai décidé de participer à ça parce que j'étais en train de réfléchir sur la liaison entre la politique et l'architecture et la Méditerranée. Et là est venue, je dois dire avec une grande rapidité, l'idée d'une architecture qui doit être capable de gérer une position symbolique très forte, très radicale. Une architecture qui, dans une ville comme Marseille, qui c'est une ville qui est liée à l'histoire la plus forte, la plus explosive et en même temps la plus intéressante des conflits de la Méditerranée, qui a été capable d'absorber ces conflits et certaines fois d'être victime de ces conflits, mais toujours il a été capable d'avoir une condition de visibilité, de représenter les conflits, la conflictualité dans tout cet aspect mauvais et de grandes potentialités. Dans une ville comme Marseille, c'était nécessaire d'imaginer une architecture liée à la conception des Méditerranées qui doivent jouer un rôle tout à fait différent des architectures normales qui ont fait quand on prend la distance, qui ont dans les épaules à le bord de la mer. On a commencé à imaginer une architecture qui, pas simplement symboliquement, mais dans sa substance, doit devenir capable d'accueillir la mer, d'héberger la mer. Et là, on a commencé à penser à une section qui c'est plutôt une section d'un bâtiment qui fait comme une grande C, qui doivent développer cette capacité, qui doivent, si vous voulez, reprendre une tradition de bâtiments portuaires et urbains qui, dans l'histoire des villes de la Méditerranée, ont démontré une capacité d'avoir une liaison directe avec la présence de l'eau et avec la présence de flux qui viennent de la mer. Ça, c'est le DAS, ce sont des espaces qu'on connaît bien. Et puis, on a commencé en même temps à imaginer que cette présence de la mer doit être aussi une possibilité pour imaginer un espace public, tout à fait différent de l'espace public traditionnel, mais un espace public qui peut accueillir la mer, mais être aussi ouvert au flux de gens qui venaient de la mer, qui venaient de tous les pays de la Méditerranée. Et là, a commencé à naître l'idée d'une architecture qui est devenue très simple, de plus en plus qu'on est en train de travailler sur ça, et qui est restée plus ou moins la même. C'est-à-dire qu'avec une grande honnêteté, je dois dire que les images du concours sont restées les mêmes, des images de projection plus de détails. Vous voyez bien ici le porte-à-faux de ce bâtiment. C'est un porte-à-faux de 36 mètres qui donne la possibilité de créer au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins 16 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'un espace positif de 1000 mètres, 1200 mètres carrés. Vous voyez la grande hall. Et puis là, il y a l'espace au-dessous, où il y a ce qu'on appelle une agora, un lieu pour congrès, pour des conférences, pour des dialogues culturels et politiques avec un théâtre qui peut accueillir 400 personnes. Vous voyez là un peu la séquence aussi des lieux qui sont sur la côté verticale du bâtiment, qui va au-dessus. Et surtout, ça c'est le lieu au-dessous, le flux.
les salles communes, la hall, l'entrée, le lieu pour les bureaux. Et là, c'est le grand porte-à-faux. Et je dois dire que c'était une expérience extraordinaire, surtout parce que, si vous voulez, je venais au mieux. J'étais en train de développer aussi l'expérience en Sardaigne, sur le G8, où j'ai eu des liaisons tout à fait particulières avec la politique, avec Prodi et avec Berlusconi. Et en ce cas-là, je dois dire que, si vous voulez, on peut... l'idée que quand on développe une architecture tout à fait radicale, on a besoin d'avoir une liaison directe avec les politiciens. C'est-à-dire qu'on doit partager, pas simplement les effets de l'architecture, mais les concepts même de l'architecture. C'est quelque chose qui aussi à Marseille a été très fort pour moi. C'est-à-dire que la rencontre avec Michel Bozel, qui est aujourd'hui, il était en 2003 le président de la région de Marseille, a été vraiment une rencontre très forte. C'est-à-dire que je rappelle très bien que quand j'ai présenté la première fois à la compétition, dans la première phase de la compétition, ce concept, et on a présenté les images de la recherche de multiplicity, en disant on part de là et on essaie d'arriver à créer une architecture qui doit être très forte, radicale, mais symboliquement destiné à jouer un rôle tout à fait différent dans l'architecture portuaire contemporaine. Et il a immédiatement partagé ce type de projet. Et je dois dire vraiment, c'est grâce à lui qu'on est on est réussi à arriver à bâtir ce bâtiment, qui c'est en vérité complexe mais très simple dans son élément principal. C'est-à-dire il y a un peu qui est capable de jouer sur la transparence et la visibilité, ou, si vous voulez, sur la possibilité de voir la mer toujours, n'importe pas où on est dans le bâtiment. On est au-dessous, on voit la mer, et puis on voit la porte-à-faux. On est dans la porte-à-faux, on voit la mer, et puis on voit les espaces qui sont dans l'agora au-dessous du niveau de la mer. Et là, c'est les images du concours, où il y avait cette idée d'une totale visibilité entre les deux niveaux. Mais aussi à Marseille, on a eu un moment de difficulté. Ça, c'est une image d'une séquence de livres de films des années 60, très important et très connu. Et les deux acteurs sont des acteurs italiens, un italien et un français. C'est-à-dire qu'entre le 2004 et le 2008, tous les projets, le projet sur ce qu'appelle la Villa, le centre de recherche sur la Méditerranée, mais en même temps aussi le projet sur Mucem, s'est interrompu. Et les raisons sont des raisons strictement politiques. C'est-à-dire que vous savez bien que le Mucem, c'était plutôt financé et géré par l'État et la municipalité, et le bâtiment de la Villa était plutôt géré par la région. Et en 2004-2005, on a commencé à observer qu'il y avait une conflictualité très forte. C'est-à-dire qu'on a vu à Marseille une condition qui est typiquement italienne, comme on peut dire, de stallo, d'intervalle de temps où on attend que l'autre doit faillir, on espère que l'autre va faillir, qu'il va tomber. Et ça a été très fort à ce moment, et il a vraiment bloqué cette sorte de tactique qui joue sur la faiblesse de l'autre, a bloqué totalement toute la possibilité de construire les deux bâtiments. Et je dois dire qu'à ce moment, on a commencé à parler de ça en 2005-2006 avec Rudy. Et Rudy était là, était en train lui-même de comprendre ce qu'on pouvait faire sur le G4. Et là, quand on a commencé à faire ça, on a commencé aussi, quand on était, à avoir un moment de difficulté, parce que les deux, on était dans le même lieu, dans le même contexte, mais on est tenté là, en représentant de
conditions politiques tout à fait différentes, de partis politiques tout à fait différents. Et je dois dire qu'on a été capable d'aller beaucoup plus avant de ça. On a à un certain moment compris, Rudy et moi, qu'il c'était nécessaire de partager la même condition, d'essayer de convaincre les politiciens que c'était une folie d'imaginer qu'un bâtiment pouvait être bâti sans l'autre. Et que l'unique possibilité de faire ça, de faire une de deux, c'était de le faire les deux ensemble. Et là, ça a commencé un jeu que je pense qui a été très important et qui a porté à faire les deux bâtiments avec je dois dire, avec un caractère, comme je veux dire, un événement très important qui est dans le 2008, le fait que Marseille a gagné la possibilité de devenir capitale culturelle de la Méditerranée, de l'Europe, pardon. Et ça, on retourne à la question des grands événements, a donné comment on peut dire, une énergie formidable à le milieu politique. Mais en même temps, on a travaillé très bien avec Rudy Chaudy dans une côté politique. On n'a pas travaillé, on n'a pas fait, Rudy et moi, aucun dialogue du point de vue de l'architecture. C'est-à-dire qu'on a accepté la localisation des deux bâtiments qui sont l'un tout près du côté de l'autre, mais on n'a jamais essayé de décider ou d'établir des liaisons formelles, morphologiques, architecturales dans les matériaux. On a travaillé une autonomie totale. Et je dois dire aujourd'hui, et je suis très heureux de dire ça, que moi je suis très content de la liaison entre les deux bâtiments. Ce sont deux bâtiments tout à fait différents, mais ce sont des bâtiments qui, si vous voulez, ils montrent une certaine sensibilité commune et ils déclinent cette sensibilité d'une façon tout à fait différente et autonome. Là, on a des images de 2006, 2007, quand on a commencé à faire ces travaux. Et là, on comprend très bien que ce bâtiment, c'est en même temps une architecture civile, une infrastructure portuaire et une offshore space. So, aussi d'un point de vue de la mixité entre le béton armé et l'acier, c'est quelque chose de pas très compliqué, mais qui s'est lié un peu à la condition de la construction de la situation du bord de la mer et du portuaire. C'est la grande hall de l'entrée. L'escalier qui porte à l'agora et au théâtre. On a ici au-dessous, au niveau de la mer. Et là, on commence à voir le grand toit, la porte-à-faux. Les deux bâtiments sont finis plus ou moins dans le même temps, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi aujourd'hui à essayer de terminer les détails et la vitesse et l'urgence, on doit dire, dans le cas de la villa, surtout, ne nous a pas aidé beaucoup à travailler sur la qualité des détails, mais ça, c'est encore une condition typique de l'architecture dans une liaison avec la politique, dans une condition du temps liée à un grand événement. On doit finir, on doit terminer parce qu'on doit commencer à inaugurer. Et l'inauguration politique d'un bâtiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas postponer. To postpone. It's there. It's like a constraint, an eternal concept. Il y a une image de cette peau. Ça, c'est le G4. Et ça, on voit aussi un peu la liaison entre les deux bâtiments, la cathédrale, et la liaison avec la mer. C'est-à-dire que, comme vous voyez bien, la mer entre directement. Ce n'est pas une présence ornementale, c'est une présence directe. Cette image, je pense, c'est très important pour moi. Là, on est en train encore de travailler sur le grand château d'eau qui porte l'eau dans la Darse. Et là encore, les deux bâtiments. Ils ont deux couleurs différentes, ils ont des matériaux différents, ils ont comment on peut dire, un paradigme de visibilité entre l'intérieur et l'extérieur tout à fait différent. Ils ont aussi une plasticité tout à fait différente. Là, c'est le premier jour on a eu une inauguration il y a quelques semaines, ça c'est l'espace de la grande porte-à-faux.
Et là, vous voyez un peu les conditions de visibilité qui est donnée par cette coupe de glace de verre sur la poix. Et l'inauguration qu'il y a eu il y a un mois, qui n'était pas une inauguration officielle, mais c'était une première, comment on peut dire, utilisation du bâtiment, qui moi j'ai beaucoup apprécié et que j'espère que ça va devenir quelque chose de plus stable, a été fait par la communauté européenne et en particulier par le président de la Commission européenne, M. Schulz, qui a décidé d'utiliser la villa comme lieu pour faire une rencontre de présidents de parlements des pays de l'Europe et de la Méditerranée. Et dans 7 jours, j'ai eu la possibilité de participer à ces rencontres et je dois dire que c'était vraiment important de comprendre comme une pensée sur la Méditerranée liée à une pensée sur l'Europe peut être quelque chose de tout à fait comment on peut dire, extraordinaire dans la géopolitique, dans la géopolitique planétaire. C'est-à-dire qu'une Europe en crise, une Europe qui est en grande difficulté, une Europe qui a des déséquilibres incroyables, qui a une faiblesse démographique et pas simplement financière, peut imaginer, si on se lie avec les autres pays de la Méditerranée, de jouer un rôle tout à fait plus important dans la géopolitique internationale. Et ça, c'était un peu le pensée de Martin Schulz et qui a été commencé à développer dans cette situation. Et là, c'est un peu la situation que je pense qu'on trouvera aussi demain quand le président Hollande verra inaugurer vraiment le bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment commencera à être vécu dans la quotidienneté et dans des espaces, tous ces espaces. Cette idée d'une présence de ce grand toit qui c'est aussi une tentative d'imaginer une liaison entre l'intériorité et l'extériorité de la grande surface portuaire. Et là aussi, c'est quelque chose que je pense que c'est une crédit en direction de l'ingénierie portuaire. Encore 10 minutes pour faire une troisième pas qui c'est toujours dans la liaison entre architecture et politique. On abandonne la mer, mais si vous voulez, on n'abandonne pas la liaison entre l'architecture et la nature, l'architecture et la présence de la nature. Et ça, c'est une autre question tout à fait importante pour notre métier d'architecte, de comprendre comment on peut aujourd'hui rééquilibrer la liaison entre les trois grandes sphères de la condition du territoire, c'est-à-dire la sphère urbaine, la sphère rurale, liée à l'agriculture, veut dire à la manipulation artificielle de la nature, et la sphère de la naturalité, qui c'est une sphère qui, si on la prend avec une conception nette, c'est quelque chose de tout à fait autonome, indépendant, sauvage. J'ai commencé à faire, il y a quelques années, une série de réflexions sur Milano. Je pense que quand on fait un métier comme un architecte, on a toujours une ville qui devient un peu une sorte de palestra, de plateforme de tentative, de recherche. Et ce n'est pas simplement ça, quand on commence à travailler dans une ville qu'on connaît bien, ça devient une sorte de palestre, d'exercice et tout ça, cette ville, ça commence à devenir aussi une sorte de présence stable. Aussi quand on va visiter des autres villes, on essaye de faire des projets pour des autres conditions territoriales, pour des autres pays, pour des autres contextes. Cette ville, les proportions de cette ville, la liaison avec la lumière du soleil, la liaison avec les éléments naturels, c'est quelque chose qui reste dans notre tête comme une sorte de référence. Et on mesure toujours la distance avec cette condition qu'on a intériorisée. Non? Alors, pour moi, Milan, c'est toujours quelque chose qui c'est très important, c'est-à-dire que, comme je pense pour beaucoup de vous, Paris ou des autres villes françaises, Milan est devenu une sorte de référence, de conditions de mesuration pour toutes les expériences que j'ai faites comme architecte dans les dernières années.
Alors là, c'était l'idée d'imaginer un projet pour comment on peut dire, une tentative de déminéraliser la condition urbaine de Milan et de renforcer les éléments organiques, biologiques de la ville, ou si vous voulez, si on est une expression plus synthétique, travailler sur la biodiversité d'une ville. Ce n'est pas simplement une diversité de culture, mais c'est aussi une biodiversité liée à la végétation et à la faune. Alors, je vous montre simplement deux choses. Ça, c'est le projet qu'on a fait en 2009 avec Jacques Herzog, William McDawson, Ricky Bardette et avec la consulante de Carline Petrini, qui est le président de Slow Food. Slow Food, c'est une grande association liée à la condition alimentaire et la nature et l'agriculture. C'est le projet qu'on a fait, c'est le concept plan for Expo, pour l'exposition universelle de 2015 à Milan. Vous savez qu'on a eu une exposition universelle à Shanghai en 2010. Et le thème de cette exposition était Feeding the Planet, Energy for Life. Nourrir le planète, énergie pour la vie. Alors on a décidé d'imaginer un concept de l'exposition qui, encore aujourd'hui, je pense était très bien. C'est-à-dire qu'on a pensé que c'était nécessaire pour faire venir ici des gens de la Chine, du Brésil, du Canada, de l'Australie pour 6 mois. Donc, pas pour 6 mois, mais dans les 6 mois de l'exposition à Milan, on a pensé que c'était nécessaire d'imaginer, de construire, d'imaginer un paysage tout à fait unique. Et si vous voulez, aussi un paysage qu'on n'a jamais vu, qui donnait la raison d'un investissement de ressources économiques et de ressources de temps dans un voyage qui est un voyage très important. L'exposition universelle sont quelque chose de tout à fait différent de l'exposition qu'on a connue dans le 19e. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas avoir le pavillon national pour voir des lieux et des pays du monde qui, on sait, on n'aura jamais la possibilité de vivre en réalité. Alors, si on prend de l'exception de Shanghai, où encore aujourd'hui, on a ce type de conditions du 19e, c'est-à-dire que Shanghai a été une succès incroyable parce que les citoyens et les cultivateurs et les gens qui venaient de la campagne de la Chine sont arrivés à Shanghai, millions de Chinois, parce que c'était l'unique occasion d'avoir une liaison avec des lieux du monde qui autrement sont tout à fait fort de la possibilité d'expérience directe. Mais quand on fait une expo à Milano, quand on fait une expo à Hannover, quand on fait une expo à Saragossa, et je suis en train de citer des villes, pas simplement comme ça, on fait des expos dans une situation où la condition, la possibilité du tourisme culturel, c'est tout à fait différent. Et là, je pense que le limite entre le successus et l'insuccessus, c'est exactement la capacité qu'une ville a. En première chose, de démontrer que le thème de l'exposition, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose qui est lié à le type de transition que la ville veut faire, à le type d'identité que la ville veut créer pour soi-même. Deuxième chose, très important, le thème de l'exposition doit être directement transformé dans une condition spatiale. Doit être capable de donner une expérience directe, sensorielle, très claire, très forte, radicale. Alors là, par exemple, on a pensé que la façon la plus directe pour faire ça, c'est d'imaginer une structure très simple, c'est un cardone de Cumano, c'est un peu la ville romaine, la ville historique romaine. Et cette plot, cette morphologie, cette géométrie, donnait la possibilité de donner des morceaux de terre à tous les pays du monde, plus ou moins la même dimension et le même caractère de la terre pour tous les pays du monde, pour les pays riches et les pays pauvres. C'est-à-dire que l'idée, c'était de refuser la logique normale, habituaire
du Expo universel où il y a les pays riches qui font des pavillons très grands et très riches, et les pays pauvres qui se mis ensemble. Par exemple, en Chine, il y avait plus ou moins 30 pays de l'Afrique, il y avait un grand pavillon avec les girafes sur la peau. C'était quelque chose de, je dois dire, vraiment offensif. Alors là, l'idée, c'est de dire, on parle de la transformation des produits agricoles dans une cibo, une nourriture, merci beaucoup. Et alors, on invite tous les pays du monde à montrer les pays riches, les technologies les plus avancées, les pays pauvres, la biodiversité de la production agricole, de semences, des éléments de l'agriculture, et la capacité, en tous les cas, grâce à la tradition, surtout les pays pauvres, grâce à la technologie, surtout les pays riches, à montrer la transformation des produits en nourriture. Alors là, c'était vraiment l'image de ce qu'on appelait a planetary botanic garden, un orto botanico planétario, un lieu tout à fait particulier où l'idée qu'on avait, c'était d'imaginer que c'était vraiment possible. Il y avait cette grande espace central qui était plutôt une grande table pour tous les gens qui pouvaient venir essayer de tester les différentes absences. Ça, ce sont des types de pavillons qui ne sont pas des pavillons, mais sont comme vous voulez bien, sont des morceaux de terre cultivés. Et tout près de la grande decumano centrale, il y avait plutôt la part de commercialisation, c'est-à-dire qu'il y avait la cultivation, la transformation et la commercialisation de nourriture. Puis il y avait aussi, dans notre concept originel, il y avait aussi une partie qui s'est destinée à des grandes serres où l'idée c'est de montrer comme un peu aujourd'hui gérer la transformation des produits agricoles en nourriture, aussi dans des conditions ambientales extrêmes. Et on doit dire qu'on a fait ce projet, on a fait ce concept, mais ce qui est venu à Milan, c'est qu'à un certain moment, la politique a décidé d'accepter, ou plus ou moins de gérer directement ce concept très radical. Et c'était dans 2010 quelque chose de nécessaire parce que l'Expo avait besoin d'être relancé. Et alors le milieu politique italien, milanais et italien, il a décidé d'épouser totalement ce concept. Mais quand on a commencé à transformer le concept dans une master plan et surtout dans un projet plus précis, les intérêts, les pouvoirs économiques les plus forts, qui sont dans ce cas-là liés surtout à les grandes compagnies du bâtiment, les grandes entreprises du bâtiment, ont commencé à changer sa perspective sur l'Expo. Et cette chose est devenue de plus en plus importante. Et aujourd'hui, je peux dire avec une certaine honnêteté que l'Expo qu'on a pensé n'est plus là. L'Expo qui sera fait à Milan sera dans le site plutôt une grande commercial fair, c'est une grande fière commerciale de produits de la nourriture, des produits de l'agriculture. Mais j'espère que ça ne sera pas totalement comme ça, mais en même temps, je suis malheureusement sûr que la condition de l'Expo sera plutôt la condition d'une grande plateforme commerciale. Et la question là, ce n'est pas simplement une question de sémantification de l'agriculture, de fait qui se trouve que c'est vraiment une grande erreur de ne prendre pas le risque de montrer qu'il c'est possible d'avoir une situation d'une agriculture avancée, une agriculture qui a une liaison directe avec les citoyens, une agriculture qui a une liaison directe avec les grandes questions de la cycle de la nutrition urbaine, mais surtout qu'une plateforme commerciale sera quelque chose qui ne sera pas capable d'attraire, d'être un élément d'attraction pour les 21 millions de visiteurs qu'on expecte pour le 2015. En tous les cas, les choses sont encore ouvertes. Jacques, Ricky, William, Caroline et moi, on n'est pas dans le projet aujourd'hui, mais on essaie toujours de donner des conseils.
et on fera tout ce et dans notre condition pour essayer d'avoir une présence de ce concept initial aussi dans l'expo. En même temps, dans les dernières années, j'ai fait une autre expérience à Milan qui s'est encore, dans une certaine partie, liée à cette idée d'une liaison différente entre la nature et l'architecture. Et c'est une expérience qu'on a fait et que je dois dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup donné une émotion tout à fait particulière, parce que ça c'est une maison qui a été faite par ma mère s'appelle Cini Boeri, elle travaille encore, c'est une architecte designer italienne de Milan, et en 1969, elle a fait dans le nord de Milano, tout près du lago Maggiore, une petite maison qui a été appelée la Casa nel Bosco. La chose que je pense que c'est tout à fait... Cette maison, c'est encore là. Et vous voyez bien que la chose la plus intéressante de cette maison, c'est une esquisse de ma mère, c'est le fait que l'architecture était plutôt capable de se adapter à la présence des arbres. Et ça, c'était quelque chose de très fort aussi quand on était dans la maison. C'était une maison avec un unique niveau, et avec une géométrie tout à fait particulière, parce que vraiment l'évolution plastique de bâtiments qui était fait avec comme un peu d'une architecture, du minimalisme et une rationalité qui était typique des années 500 en Italie, et en tous les cas, totalement subordonné à la présence des arbres de bétules, qui était la présence la plus forte dans cette condition. J'ai eu l'occasion en 2008 d'imaginer quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire que ce n'est pas une maison dans une forêt, mais c'est plutôt une forêt dans une maison. Et j'étais à Dubaï, et on est en train, je me rappelle, j'étais en train d'enseigner à Harvard, et on avait fait une recherche sur les bâtiments, sur les skyscrapers. Et je me rappelle bien qu'on était avec Alejandro Zaera, qui est en train d'écrire un texte qui est devenu très fameux sur la typologie des bâtiments de skyscrapers et de tours dans les dernières années dans le monde. Et dans cette recherche, on a commencé à voir que les 60% de bâtiments de skyscrapers ont été bâtis dans les dernières 10 années, et que le 90% de tous les bâtiments bâtis, de tous les skyscrapers, tous les édifices, les bâtiments bâtis dans les dernières années, ils ont qui est un peu en vert. Et là, avec Alejandro, avec les autres architectes, on a commencé à imaginer, à penser et à discuter pourquoi. Pourquoi le vert? Pourquoi cette surface dure, minérale? Pourquoi? Aussi parce que quand on travaille sur cette question, on a toujours l'idée qu'une surface minérale, oui, c'est quelque chose de très simple, de très rationnel, de très hermétique, qui peut être géré très bien aujourd'hui, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas exactement la solution la plus efficace du point de vue de la soutenabilité. Normalement, quand tu travailles avec des façades en verre, tu dois compenser une sorte d'inefficace thermique de la surface en verre avec une mécanique liée à l'énergie renouvelable, mais c'est toujours une grande mécanique qui est très chère et qui travaille, par exemple, du point de vue de l'aconditionnement de l'air, de compenser ce que une surface qui n'est pas poreuse ne peut pas faire. Alors là, on a commencé à imaginer un concept tout à fait différent, qu'on appelait bosco verticale, c'est-à-dire un complexe d'imaginer d'avoir une présence végétale, pas simplement en surface, une présence avec des arbres, pas simplement des plants ou des rampicants, sur des bâtiments qui se développent en hauteur. J'étais dans un moment particulier parce que une grande développeur m'avait demandé d'imaginer des tours dans le centre de Milan. Et là, j'ai commencé à imaginer d'avoir une condition où on pouvait avoir une liaison avec les arbres pas très différente de la liaison qu'on a normalement dans une condition suburbaine. Et en même temps, on a commencé à imaginer d'avoir dans le centre de Milan une présence des arbres
qui c'est l'équivalent d'un hectare de forêt. C'est-à-dire que c'est pas le projet, c'était d'essayer de montrer que c'était possible d'avoir des arbres aussi à 40, 70, 100, 120 mètres de hauteur, et qu'il était possible aussi d'avoir une présence et densité des arbres. De quel type? Aujourd'hui, vous verrez, on a commencé à avoir les arbres sur les bâtiments, et à la fin du mois de décembre, quand les bâtiments seront habités aussi par les habitants de tous les départements, on aura une présence d'individus vivants qui c'est plus ou moins dans une liaison qui a plus de 760 arbres, plus ou moins 640 personnes. On attend là comme la présence temporaire de plus de 2000 oiseaux migrateurs, et puis il y a quelques milliers d'insectes. Mais on a vraiment travaillé sur le caractère de ce bâtiment, parce que on a commencé à développer des recherches avec un groupe interdisciplinaire, parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'on n'avait jamais essayé de solve. So, on a commencé par exemple à étudier beaucoup the weight, la peso, le poids au périmètre de chaque floor, de chaque plan, parce que là il y avait de la terre, et le poids de la terre c'est quelque chose qu'on peut gérer, parce qu'en même temps on ne peut pas avoir une terre commune qui c'est trop lourde, mais on ne peut pas aussi avoir une terre qui c'est trop légère, parce qu'elle ne donne pas la suffisante pression à le radis, Urus, Rassi, pardon, Rassi. Oh mon Dieu. Alors on a fait une première étude qui c'est sur comment on peut dire, la chimique de la terre pour le grand plot où il y avait le récit des arbres. Puis on a commencé à comprendre les typologies végétales qui peuvent survivre à des conditions ambientales tout à fait particulières. Alors les conditions, c'est une condition d'exposure à la lumière du soleil, mais maintenant c'est une condition d'humidité, et encore c'est une condition de ventosité, de liaison avec le vent. Alors on a travaillé avec une ingénieure du vent allemand, incroyable, qui est quelqu'un qui a étudié la résistance des arbres au vent. Et avec lui, on a fait aussi des tentatives avec plus ou moins 80 typologies différentes d'arbres dans la galerie du vent à Milan, en une échelle en 20. Et puis on est allé en Floride, à Miami, pour faire un vrai expériment dans la galerie du vent, avec pas simplement un modèle en échelle, mais un modèle en 1. Et là, on a sélectionné cette typologie, par exemple. Puis on a commencé à travailler sur la liaison entre le récit et le fond du plot, du vase. Parce que là aussi, c'était une question très importante. C'était important d'éviter les torsions possibles des arbres dans des conditions de ventosité extrême. Alors on a imaginé une particularité de liaison entre, vous voyez bien, tous les plots, les vases sont des vases qui sont 1,20 m pour 1,20 m de terre, et ça donne la possibilité à des arbres de grande hauteur, entre 3, 5, 8, 9 mètres, de se développer, aussi en horizontalité. On a commencé en 2010 à avoir une tree nursery, un lieu où les arbres est en train d'être suivis comme des individus, c'est-à-dire qu'on avait 700 ou 800 arbres qui, partie de ces arbres sont encore là, qui ont été suivis jour par jour et qui ont été fait croire dans une condition similaire à la condition où ils seront trouvés dans les années précédentes. On a travaillé sur toute la question de, comment on peut dire, de soutenabilité liée à la réutilisation de l'eau, à la présence d'une pompe liée à la géothermique,
Et le bâtiment, c'est un bâtiment stupide. C'est vraiment simple. Je dois dire en vérité, je ne suis pas réussi, ou si vous voulez, je n'étais pas intéressé à travailler aussi parce que les conditions n'étaient pas très faciles avec le développeur, de travailler sur une architecture qui, en termes de, comment on peut dire, de structure, était particulièrement intéressant. C'est plus ou moins quelque chose de simple. La chose la plus intéressante, ça a été de travailler sur les façades. Et les façades sont vraiment des façades où on a imaginé, travaillé, sélectionné avec un groupe de botanistes les différents arbres dans toutes les parties et toutes les façades exposées de les deux tours. Et là, la question, c'est de travailler sur ce type de présence. Aussi, en imaginant que les arbres, ils travaillent beaucoup. Ils travaillent ensuite du point de vue de la sostenibilité, parce que ça sont des images de première construction. Les arbres donnent de l'oxygène. Les arbres sont capables de travailler comme des filtres. Et pendant l'été, ils sont capables de filtrer la lumière du soleil, et dans l'hiver, quand ils perdent les feuilles, ils sont capables de laisser la lumière entrer. Les feuilles des arbres, comme vous savez bien, sont aussi des fantastiques attracteurs de la dust of pollution, de poudre de la pollution urbaine. Et tout ça, aussi la possibilité de créer une sorte de microclimat entre l'intérieur et l'extérieur de différents appartements, à quelque chose qui est devenu pour nous très important. Ça, c'est une image de la nursery, qui est dans la périphérie de Milan. Et là, c'est par exemple des images d'une première, c'est le mois de septembre, quand on a commencé à transporter one by one des arbres qui étaient, vous voulez bien, ils avaient une base qui était plus ou moins de la même dimension de la base dans le bâtiment. Il y avait un certain, aussi la terre était faite dans une particularité, comme on vous dit, qui n'est pas trop lourde et pas trop légère. Là, on est dans le chantier. J'aime beaucoup cette image parce que donne vraiment l'idée un peu du concept. Vous voyez, ce sont des arbres de différents. Tous les arbres sont encore au-dessus de son possibilité d'évolution, mais il y a déjà des arbres de 8 mètres, 7 mètres. Le fixage. Et ça, c'est la condition actuelle du bâtiment, c'est-à-dire on a commencé à mettre les arbres, ce n'est pas fini encore. On a eu des problèmes avec le climat à Milan, on a dû interrompre, mais on peut commencer à voir le fonctionnement du bâtiment. Et je pense qu'il sera aussi un expériment du point de vue, je peux dire, culturel, c'est-à-dire de réaction des habitants à une présence naturelle qui c'est une présence pas simplement ornementale, en ce cas-là aussi, parce que on est habitué à avoir un arbre dans la vision horizontale de notre jardin ou de notre petite maison suburbaine, mais on n'est pas habitué à avoir la présence de feuilles d'un arbre de quelqu'un qui vit au-dessus de nous, qui entre dans notre fenêtre, entre dans la vision qu'il y en a dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. Et je pense que ce sera quelque chose de tout à fait particulier. Et alors, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucune liaison avec la mer, mais c'est quelque chose qui a, je pense, une certaine similitude du point de vue de la liaison entre l'architecture et les éléments de la nature. Merci beaucoup.